Je m'appelle Julien, j'ai 30 ans. Ma copine, Chloé, a 28 ans. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 3 ans et vivons ensemble dans notre appartement parisien depuis presque 1 an. Si vous lui demandiez, elle dirait que nous avons une vie de couple confortable. Si vous me demandiez, je dirais que j'ai lentement disparu à l'intérieur de mon propre appartement. Chloé a cette façon de parler qui donne toujours l'impression qu'elle s'ennuie avec vous. Même lorsqu'elle pose une question simple, le ton est tranchant. Tout ce que je fais est soit évident, soit gênant, soit tout simplement faux. La façon dont je remplis le lave-vaisselle, ma façon de mâcher, le fait que je porte encore de vieux t-shirts délavés de groupes de rock. Elle aime me rappeler qu'elle a passé l'âge de ses gamineries. Ça n'a pas commencé comme ça. Du moins, je ne crois pas. Mais quelque part en cours de route, sa patience s'est évaporée et je suis devenu un meuble sur lequel elle trébuchait. Il y a environ 2 mois, elle a commencé à sortir davantage. Pas des soirées entre filles, pas des after-work avec ses collègues, juste sortir. Elle mettait du maquillage qu'elle ne portait plus jamais pour moi. Elle attrapait son sac à main et disait quelque chose de vague comme « je rejoins un pote ». Si je demandais qui, elle soupirait comme si je l'avais insultée. « Qu'est-ce que ça peut te faire » est devenue sa phrase préférée. Et puis, il y avait son téléphone. Toujours posé face contre table, toujours verrouillé. Si j'entrais dans la pièce pendant qu'elle envoyait un texto, elle détournait l'écran sans même y penser. Un réflexe conditionné. Je lui ai demandé directement une fois s'il se passait quelque chose. Elle a ri. Elle a vraiment ri. Elle m'a dit que j'étais paranoïaque, que je manquais de confiance en moi et que ça ne me rendait pas très séduisant. Vendredi soir dernier, après une énième dispute qui, d'une manière ou d'une autre, s'est terminée par mes excuses, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Je le vois toujours. Fais avec ». Elle l'a dit d'un ton désinvolte, comme si elle m'annonçait qu'elle avait changé de marque de shampoing. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste hoché la tête et j'ai dit « D'accord ». Elle a eu un petit sourire en coin, comme si elle avait gagné quelque chose. Je ne pense pas qu'elle ait réalisé ce que ce « d'accord » signifiait réellement. Après que j'ai dit « d'accord », elle a levé les yeux au ciel et a attrapé sa veste. Elle m'a dit qu'elle rentrerait plus tard. Pas tard dans la nuit. Plus tard. Comme si j'étais son colocataire à qui elle donnait une information par pure politesse. La porte a claqué derrière elle et l'appartement est devenu silencieux de cette façon lourde et inconfortable. Pas de télé, pas de musique, juste le bourdonnement du frigo et la prise de conscience qu'elle avait enfin arrêté de faire semblant. Je suis resté assis sur le canapé pendant un moment, à fixer le creux dans le coussin où elle s'asseyait toujours avec les jambes repliées sous elle. Je n'étais pas encore en colère. Ça, c'est venu plus tard. Au début, c'était juste de la clarté. Une clarté froide et calme. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas de la confusion. Elle n'a pas pleuré. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a même pas essayé de se justifier. Elle m'a annoncé qu'elle voyait un autre mec de la même manière qu'elle m'aurait dit qu'il n'y avait plus de lait d'avoine. Je suis allé dans la chambre et j'ai ouvert le dressing. Ses affaires en occupaient environ 80%. Les robes qu'elle portait pour sortir avec ses amis. Les chaussures dont elle disait avoir absolument besoin. Les vestes qu'elle avait achetées parce qu'elle faisait chic. De mon côté, il n'y avait qu'une étroite rangée de cintres et quelques sweats à capuche fourrés sur l'étagère du haut. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire mes cartons. Sans faire de drame, sans colère. J'ai d'abord attrapé un sac de sport, puis ma vieille valise rangée sous le lit. J'ai plié mes vêtements avec soin, comme si je faisais mes bagages pour un voyage. Les chaussettes roulées, les chemises empilées, les jeans pliés de la façon dont mon père me l'avait appris. En faisant mes affaires, j'ai remarqué à quel point très peu de choses dans cet appartement m'appartenaient vraiment. Le canapé qu'elle avait choisi, les assiettes qu'elle aimait, les photos encadrées des endroits où nous étions allés et dont elle se souvenait à peine. Même la parure de lit était à elle. J'avais voulu quelque chose de plus sombre. Elle avait dit que ça faisait déprimant. À mi-chemin, mon téléphone a vibré. Un texto de sa part. Ne m'attends pas. Je n'ai pas répondu. J'ai pris mes affaires de toilette dans la salle de bain, j'ai laissé les produits de luxe qu'elle m'avait achetés, j'ai pris mon rasoir bon marché, ma brosse à dents, le parfum qu'elle trouvait toujours trop masculin. Quand j'ai fermé la fermeture éclair de la valise,
ça a eu un côté définitif auquel je ne m'attendais pas, comme une porte qui se ferme doucement. Avant de partir, j'ai pris un post-it dans le tiroir fourre-tout de la cuisine. Le stylo a un peu accroché pendant que j'écrivais, mais les mots sont venus facilement. Bonne chance avec lui. Je l'ai collé sur le plan de travail, pile à l'endroit où elle le verrait en rentrant. Ensuite, j'ai pris mes sacs, j'ai jeté un dernier coup d'œil autour de moi et je suis sorti sans verrouiller la porte. J'ai dormi sur le canapé de mon frère cette nuit-là. Il n'a posé aucune question, il m'a juste tendu une bière et a hoché la tête comme s'il savait déjà. J'ai fixé le plafond jusqu'au matin, repassant sa voix en boucle dans ma tête. Je le vois toujours. Fais avec. Ce qui faisait le plus mal n'était pas la tromperie. C'était la facilité avec laquelle elle l'avait dit. Vers midi, mon téléphone a explosé. Des appels en absence, des textos qui s'empilaient les uns sur les autres. T'es où? Tu fais vraiment ton dramatique là, sérieusement? T'es vraiment parti? Julien, réponds-moi. J'ai attendu. Je l'ai laissé mariner. Quand j'ai enfin consulté ma messagerie vocale, son ton avait changé. Pas désolé, mais paniqué. Elle était rentrée pour trouver un placard vide. Elle ne l'a pas dit directement, mais je pouvais l'entendre entre les lignes. La façon dont elle n'arrêtait pas de demander où étaient mes affaires, pourquoi les cintres avaient disparu, pourquoi j'avais pris la lampe de chevet comme si c'était une sorte de trahison. Tu ne m'as même pas parlé, disait-elle dans un message, comme si c'était moi qui étais déraisonnable. C'est à ce moment-là que je lui ai répondu par texto, une seule fois. Tu m'as dit de faire avec. C'est ma façon de faire avec. 3 petits points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Tu surréagis. C'était juste du sexe. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment. Cette phrase m'est restée en tête. Elle ne pensait pas que je partirais. Pendant 3 ans, j'avais été celui qui s'adaptait. J'étais celui qui s'excusait. Celui qui ravalait les remarques et se convainquait que l'amour signifiait la patience. Quelque part en cours de route, elle a décidé que j'étais acquis. Comme un canapé auquel on ne prend plus la peine de faire attention parce qu'il est déjà usé. Elle a débarqué chez mon frère ce soir-là sans prévenir. Elle se tenait sur le palier, les bras croisés, la mâchoire crispée, comme si c'était elle la victime. Tu m'as humilié, a-t-elle craché au lieu de dire bonjour. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Ça l'a rendue furieuse. Tu n'as pas le droit d'agir comme ça, a-t-elle lancé. On aurait pu s'arranger et surmonter ça. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est finalement éteint en moi. Il n'y avait plus rien à surmonter. Elle n'a pas pleuré quand je lui ai dit ça. Elle a ricané comme si j'avais dit quelque chose de naïf. Tu réagis comme si je t'avais poignardé, a-t-elle ajouté. Les gens trompent. Ça arrive. Ça ne doit pas forcément être la fin du monde à moins que tu ne décides que ce soit le cas. Cette phrase m'en a dit plus que n'importe quelle confession ne l'aurait jamais fait. Je lui ai posé une seule question. Juste une. Depuis combien de temps? Elle a hésité. Juste assez longtemps. Qu'est-ce que ça change, s'est-elle emportée? Bien sûr que ça changeait tout. Mais le fait qu'elle ne veuille pas répondre m'a tout dit. Ce n'était pas une erreur de soirée arrosée ou un moment de faiblesse. C'était une vie parallèle à laquelle elle s'estimait avoir droit, avec moi qui subventionnais les parties ennuyeuses. Elle s'est approchée, baissant la voix comme si elle était la voix de la raison. Tu vas vraiment tout foutre en l'air pour ça? Tout, comme si ça n'était rien. Je l'ai regardée et j'ai réalisé que je n'étais plus attiré par elle. Ni physiquement, ni émotionnellement. Tout ce que je pouvais voir, c'était quelqu'un qui mesurait l'amour à sa propre convenance. Quelqu'un qui prenait ma patience pour de la faiblesse. Je lui ai dit que je passerais plus tard pour récupérer le reste de mes affaires. Elle a levé les yeux au ciel une fois de plus et a marmonné, incroyable. Comme si j'étais le grand méchant de son histoire. Cette nuit-là, elle m'a envoyé un texto à 1h43 du matin, tu me manques. Il n'est pas toi. On peut se parler demain. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, un ami commun m'a envoyé un message pour me demander ce qui s'était passé. Apparemment, Chloé avait déjà tourné l'histoire à sa sauce. Elle avait dit aux gens que j'étais parti en claquant la porte, que je ne supportais pas l'honnêteté, que j'étais contrôlant et dramatique.
Je l'ai laissé raconter ce qu'elle voulait. Quand je suis retourné à l'appartement 2 jours plus tard, elle n'était pas là. Je pouvais voir qu'elle n'avait pas beaucoup dormi. Le lit était en désordre. Des verres de vin dans l'évier, le sweat de l'autre mec sur la chaise. J'ai pris le reste de mes affaires en silence. Mes livres, mes outils, le chargeur de rechange que je devais toujours lui prêter. J'ai remarqué qu'elle avait enlevé le post-it du plan de travail, mais le placard était toujours vide de mon côté. Et pour la première fois depuis longtemps, ma poitrine l'était aussi, vidée de ce poids. Une semaine a passé. Puis 2. Le silence s'est installé différemment de ce que j'avais imaginé. Pas un sentiment de solitude, juste une grande tranquillité. Pas de tension bourdonnant en toile de fond. Plus besoin d'attendre la prochaine remarque qui me ferait me sentir encore plus rabaissé. Chloé n'a pas bien géré la situation. Elle a commencé à trouver des prétextes pour m'écrire. De la logistique au début. Tu as pris le blender. Il était à moi, ai-je répondu. Un jour de silence, puis autre chose. Tu as résilié l'abonnement Internet? Oui. Une autre pause. Puis, tu fais preuve de mesquinerie. Encore ce mot. Mesquine. Sa façon préférée d'esquiver ses propres responsabilités. Elle a de nouveau débarqué à l'improviste un après-midi alors que je prenais le dernier carton dans l'appartement. Cette fois, elle était plus calme. Douce, même, cette version d'elle qu'elle utilisait quand elle voulait obtenir quelque chose. Tu sais, a-t-elle dit en s'adossant au plan de travail. Il n'est vraiment pas si génial que ça. Un peu immature. Je n'ai pas levé les yeux, j'ai continué à scotcher le carton. Tu es parti pour un rien, a-t-elle continué. On aurait pu redéfinir les choses. Ouvrir notre couple. Tu es tellement rigide. Ça m'a fait arrêter net, rigide, parce que je ne voulais pas être cocu. J'ai finalement levé les yeux vers elle et j'ai dit, tu ne voulais pas d'une relation libre. Tu voulais un plan de secours. Son visage s'est crispé. C'est pas juste. Ce n'est pas juste non plus de rentrer chez soi face à un placard vide et de faire semblant d'être choqué, ai-je répondu. C'est laquelle a de nouveau pété les plombs. Elle m'a dit que je le regretterais. Elle m'a dit que personne d'autre ne me supporterait comme elle l'avait fait. Elle m'a dit que j'étais moyen, ennuyeux, remplaçable. Et le truc, c'est que je l'ai cru autrefois, peut-être même pendant très longtemps. Mais en me tenant là, avec un carton de mes propres affaires dans les mains, j'ai senti que quelque chose basculait. Si être avec elle exigeait que je me fasse tout petit, alors être seul était une sacrée promotion. J'ai porté le dernier carton jusqu'à ma voiture. Elle ne m'a pas suivi cette fois-ci. En démarrant, j'ai jeté un coup d'œil dans mon rétroviseur. Elle se tenait toujours dans l'encadrement de la porte de l'immeuble que nous partagions, les bras croisés, l'air en colère et perdu. Pas parce qu'elle m'aimait, mais parce que j'étais parti. La vie ne s'est pas améliorée par magie après ça. Elle est juste devenue plus calme. Et dans ce calme, les choses ont commencé à prendre un sens. J'ai emménagé dans une sous-location de courte durée près de chez mon frère. Des meubles bon marché, des murs neutres, aucun souvenir rattaché à quoi que ce soit pour le moment. Ça faisait temporaire dans le bon sens du terme, comme un bouton de réinitialisation. Chloé, de son côté, a perdu pied. Des amis communs ont commencé à me contacter avec des prises de nouvelles maladroites déguisées en simple curiosité. Elle traverse une période difficile. Elle ne pensait pas que tu étais sérieux. Elle se sent prise de court. Prise de court. Celle-là m'a presque fait rire. Apparemment, après mon départ, elle avait dit aux gens qu'elle pensait que je bluffais, que j'allais me calmer, revenir et qu'on allait s'arranger. Elle avait même plaisanté sur mon côté dramatique, jusqu'au moment où elle a réalisé que j'avais vraiment emporté tout ce qui comptait pour moi. J'ai appris par le bouche à oreille que les choses avec l'autre mec ne se passaient pas bien. Bizarrement, il s'avère que quand on commence une relation par l'infidélité, la confiance n'est pas vraiment une base solide. Qui l'aurait cru? Un soir, elle m'a appelé complètement ivre, elle n'a pas dit bonjour, elle s'est juste mise à pleurer. Elle m'a dit qu'elle se sentait stupide. Elle m'a dit que la simplicité des choses avec moi lui manquait. Elle m'a dit qu'elle détestait se réveiller seule dans un appartement qui semblait soudainement trop grand. J'ai écouté sans l'interrompre. Quand elle a fini, il y a eu un long silence pendant lequel je savais qu'elle attendait que je dise quelque chose de réconfortant,
quelque chose de familier. Au lieu de ça, j'ai dit, je ne te manquais pas quand tu pensais que je ne partirais jamais. Elle a raccroché. Le lendemain matin, je l'ai bloquée. Pas par colère, mais par respect pour moi-même. C'est à ce moment-là que j'ai enfin eu le déclic. La rupture n'a pas commencé le jour où elle a avoué qu'elle le voyait. Elle avait commencé des mois plus tôt. À chaque fois qu'elle me rabaissait, me dévalorisait et supposait que je serais toujours là, quoi qu'elle fasse. Je n'étais plus son partenaire. J'étais son filet de sécurité. Et le fait de partir ne faisait pas de moi quelqu'un de faible. Ça me rendait libre. La bloquer aurait dû marquer la fin de l'histoire. Une coupure nette, un point final. Mais la vie ne fonctionne pas vraiment comme ça. Environ un mois plus tard, je suis tombé sur elle dans un Monoprix. Dans le même rayon, devant les pots de sauce tomate de surcroît. Elle avait l'air différente. Pas d'une manière positive, plutôt comme quelqu'un qui n'avait pas bien dormi depuis un moment. Les cheveux tirés en arrière, pas de maquillage, les yeux scrutant les étiquettes comme si elles allaient la mordre. Elle s'est figée quand elle m'a vu. Pendant une seconde, aucun de nous n'a bougé. Puis, elle a ri de façon gênée et a dit « Waouh, on dirait que l'univers a le sens de l'humour. » J'ai hoché la tête. Poli, neutre, de la même façon qu'on salue un inconnu. Elle a vite comblé le silence. « Alors, comment tu vas ? » « Bien, ai-je répondu. Et je le pensais vraiment. Ça a eu l'air de la déstabiliser. Elle a penché la tête comme si elle cherchait des failles sur mon visage. « Tu as l'air d'aller bien, a-t-elle dit, presque déçue. Elle m'a raconté qu'elle l'avait fait emménager, puis qu'elle avait viré ses affaires. Elle m'a dit qu'il était intense. Jaloux. Qu'il avait besoin d'être constamment rassuré. Qu'elle ne parlait à personne d'autre. L'ironie de la situation lui échappait totalement, apparemment. Je ne me rendais pas compte de la chance que j'avais, a-t-elle murmuré. Tu as toujours été stable. Et voilà. Le compliment qui arrivait beaucoup trop tard. Je n'ai pas argumenté, je ne me suis pas défendu, je n'en ai même pas ressenti l'envie. J'ai juste mis ma sauce dans mon panier et j'ai dit, prends soin de toi, Chloé. Alors que je m'éloignais, elle m'a interpellé. Il t'arrive de penser à nous ? Je me suis arrêté, je me suis retourné, j'ai réfléchi une seconde. Plus maintenant, ai-je répondu. Son visage s'est décomposé. Pas de manière dramatique, pas avec colère, juste de façon atone, comme si quelque chose venait enfin de faire tilt. J'ai payé mes courses et je suis parti. Je suis resté assis dans ma voiture pendant une minute après ça, surpris par le peu de choses que je ressentais. Pas d'élan de fierté, pas de tristesse, juste une confirmation. Plus tard dans la soirée, j'ai réalisé quelque chose d'important. Tourner la page n'est pas une question de conversation finale. C'est le moment où vous n'en avez plus besoin. Et j'en étais déjà là. Après cette rencontre imprévue au supermarché, je m'attendais à une sorte de réplique émotionnelle. Des regrets, de la nostalgie, l'envie d'aller fouiller sur ses réseaux sociaux. Rien de tout cela n'est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est la distance, le genre de distance qu'on ne remarque pas au début. Nos amis communs ont arrêté de parler d'elle. Les invitations ont changé. J'ai réalisé à quel point nos projets de groupe tournaient toujours autour de l'adaptation à ses humeurs. Sans elle dans l'équation, tout est devenu plus simple, plus léger. Un soir, mon frère m'a demandé si ça allait d'être seul. Pas d'un air inquiet, juste par curiosité. Je lui ai dit la vérité. Je ne me sens pas seul. Je me sens libre de toute emprise. Ça l'a surpris. Ça m'a surpris aussi. J'ai commencé à faire des choses que je n'avais pas faites depuis des années. Rentrer tard sans avoir à me justifier. Manger des céréales au dîner juste parce que j'en avais envie. Acheter des meubles qui me plaisaient vraiment au lieu de ceux qui faisaient suffisamment adulte. Des petites choses. De tranquilles rébellions. Puis, sortie de nulle part, Chloé m'a envoyé un email. Pas un texto, un email, comme si nous étions des collègues de bureau bouclant un projet. Elle disait qu'elle avait beaucoup réfléchi. Qu'elle suivait une thérapie maintenant. Qu'elle comprenait enfin pourquoi j'étais parti. Qu'elle ne voulait pas qu'on se remette ensemble. Qu'elle voulait juste qu'on soit en paix l'un avec l'autre. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Pour elle,
La paix avait toujours signifié l'accès à moi. Pouvoir m'atteindre sans conséquence. Être absoute sans avoir à donner quoi que ce soit en retour. Je n'ai pas répondu. Une semaine plus tard, elle en a envoyé un autre. Plus court, plus froid. J'imagine que je mérite ça. C'était ce qui s'approchait le plus d'une remise en question de sa part. Je l'ai supprimé et j'ai continué ma journée. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai repensé à la façon dont elle m'avait dit de faire avec. À quel point elle était convaincue que je resterais. À quel point elle avait été choquée par un placard vide. Certaines personnes pensent que l'amour est synonyme d'endurance. Que rester quoi qu'il arrive est une preuve de force. Mais parfois, la force, c'est de faire ses valises en silence, de laisser un mot et de choisir de ne plus jamais se justifier. Et je ne la détestais pas pour ça. C'est juste que je n'avais plus ma place là-bas. Quelques mois après que tout a explosé, j'ai découvert la lettre. Pas mon post-it. Je savais exactement ce que j'avais écrit, mais la lettre qu'elle ne m'avait jamais donnée. Mon frère l'avait croisée à l'anniversaire d'un ami commun. Je n'y étais pas allé, je n'avais toujours aucune envie de mélanger nos mondes. Mais il est rentré avec une expression bizarre sur le visage et m'a dit, « Elle a demandé de tes nouvelles. » Comme de vraies nouvelles. Apparemment, elle trimballait quelque chose dans son sac à main depuis des semaines, plié, froissé, usé sur les bords. Une lettre qu'elle avait écrite après être rentrée face au placard vide. Après avoir décollé le post-it du plan de travail et compris qu'il n'y aurait pas de retrouvailles dramatiques, elle ne la lui a pas donnée pour qu'il me la transmette, elle lui a juste raconté ce qu'il y avait écrit. C'était des excuses, des vraies, à ce qu'il paraissait. Pas de justification, pas de tentative de se dédouaner, juste des regrets. Elle y écrivait qu'elle pensait que l'amour était un rapport de force. Qu'elle avait confondu le fait d'être désirée avec le fait d'être en sécurité. Qu'elle n'avait jamais pensé que d'accord signifierait que je partirais pour de bon. Quand mon frère a fini de me raconter, il a attendu une réaction de ma part. Je n'en ai pas eu. Pas parce que ça n'avait pas d'importance, mais parce que c'était arrivé trop tard pour changer quoi que ce soit. C'était ça le plus étrange. Des mois auparavant, je me serais repassé chaque mot en boucle. Je me serais demandé ce que ça signifiait, si c'était suffisant, mais maintenant, j'avais juste l'impression qu'un chapitre clos venait de recevoir sa note de bas de page. Je lui ai dit que j'espérais qu'elle le pensait vraiment, que j'espérais qu'elle en avait tiré une vraie leçon, et je le pensais sincèrement aussi. Ce soir-là, je me suis assis sur mon balcon avec une bière, sous le bourdonnement des lumières de la ville en contrebas, en réfléchissant au fait que les fins ne s'accompagnent pas toujours d'explosions. Parfois, ce sont juste des décisions silencieuses prises pendant que quelqu'un d'autre suppose que vous allez rester. Elle m'avait dit de faire avec, alors c'est ce que j'ai fait. Pas avec rage, pas avec vengeance, juste en partant et en n'ayant plus jamais besoin de revenir. J'imagine que c'est la fin de l'histoire. Pas la fin dramatique, juste la vraie fin. De temps en temps, je me surprends encore à remarquer des choses sur lesquelles elle aurait fait un commentaire. Une chemise qu'elle aurait détestée. Une chanson qu'elle qualifierait de nuisance sonore. Je souris quand ça arrive. Pas parce qu'elle me manque, mais parce que je n'ai plus besoin de me censurer. J'ai entendu dire qu'elle avait déménagé. Un appartement plus petit, un nouveau boulot, un cercle d'amis différents. J'espère que ça lui réussit. Honnêtement, je n'ai pas besoin qu'elle souffre pour me sentir bien. Ce chapitre de ma vie a déjà accompli ce qu'il devait accomplir. Les gens me demandent si je gérerais la situation différemment aujourd'hui. Si je regrette de ne pas en avoir dit plus, de ne pas m'être battu plus fort, de ne pas m'être mieux expliqué. La réponse est non. La chose la plus puissante que j'ai jamais faite dans cette relation n'a pas été de me disputer ou d'exiger le respect. Ça a été de dire « d'accord ». De faire mes valises pendant qu'elle était avec quelqu'un d'autre et de laisser un mot qui ne suppliait pas, ne menaçait pas ou n'accusait pas. Juste des faits. Bonne chance avec lui. Pas d'insultes. Pas de discours d'adieu. Pas de seconde chance enrobée de culpabilité. Elle est rentrée chez elle pour trouver un placard vide parce qu'elle supposait que l'amour signifiait l'acquis sans aucun effort, parce qu'elle pensait que je resterais, peu importe à quel point elle me rabaissait. Je ne l'ai pas fait. Et voici ce que j'ai appris. Pour tous ceux qui lisent ceci et qui se demandent s'ils réagissent de manière excessive, s'ils en font trop ou s'ils jettent tout par la fenêtre, si quelqu'un vous dit de faire avec le fait qu'on vous manque de respect, croyez-les sur parole.
faites avec, en vous choisissant, vous. Vous ne devez l'endurance à personne au prix de votre dignité. Parfois, la fin la plus saine est cette fin silencieuse où vous partez, ne regardez pas en arrière et faites enfin de la place pour une vie qui ne vous oblige pas à disparaître à l'intérieur d'elle-même.